Vous êtes là? Bonjour, je suis Ellie de Hello Ellie Studio. Bienvenue dans l'atelier sous l'escalier. Je vous amène avec moi pour une relecture illustrée à l'aquarelle d'Harry Potter chapitre par chapitre. À chaque épisode, je vous propose une illustration inspirée par ma relecture ainsi que des réflexions sur ce que le chapitre m'évoque. Je vous propose de prendre vos retourneurs de temps. N'oubliez pas de prendre de quoi vous réchauffer. Moi, j'ai ma tasse de thé. C'est parti! Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos messages. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous y propose 3 idées dessins Harry Potter supplémentaires. Une entrée tonitruante, des saucisses grillées et une révélation, sacré anniversaire pour Harry. Nous sommes bien dans le 4e chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers et il s'intitule Le gardien des clés. Il y a quelqu'un en dehors de la cabane sur la mer agitée où Harry et les Dursley sont en train de passer la nuit. Soudain, la porte s'ouvre, ou plutôt elle se fait arracher par un géant aux cheveux en bataille et à la barbe drue. L'homme remet la porte en place sous les menaces de Vernon. Ça n'a pas l'air de faire peur à ce fabuleux personnage qui demande juste le plus calmement du monde une tasse de thé. Le nouveau venu se retourne vers Harry et lui dit qu'il ressemble à son père, mais qu'il a les yeux de sa mère. Cette première ligne de dialogue entre Hagrid et Harry est très belle parce qu'elle le relie enfin à sa famille et au monde de la magie. Et on sait que tu ressembles à ton père, tu as les yeux de ta mère, sont des phrases qui vont revenir de temps à autre dans la série. Le géant offre à Harry un gâteau d'anniversaire. Il est décrit comme un gâteau au chocolat un petit peu fondu avec écrit dessus au glaçage vert « Joyeux anniversaire ». On peut noter que dans les livres, que ce soit en français ou en anglais, le Happy Birthday, Joyeux anniversaire est bien orthographié, alors que dans le film, il est écrit complètement n'importe comment, ce qui rajoute à Hagrid ce côté très simple, voire carrément illettré. Par contre, au fil de sa conversation avec un Harry apeuré, Hagrid comprend peu à peu, parce qu'il s'agit bien de notre bon Rubéus Hagrid, l'état d'ignorance dans lequel Harry est au sujet du monde des sorciers. Et c'est mignon parce qu'à un moment, Hagrid dit à Vernon en s'énervant « Comment ça, ce garçon ne sait rien sur rien ?» Et on a un décalage avec Harry qui, quand même, il trouve qu'il exagère. Moi, je connais les mathématiques, je suis quand même allée à l'école. Sauf qu'effectivement, Hagrid ne parle pas du tout de ça. Il veut bien sûr parler du monde des sorciers, auquel lui et Harry appartiennent. Pressé par les questions de Harry, qui espère pouvoir enfin en apprendre un peu plus sur ses parents, notre bon Rubéus raconte à Harry la montée au pouvoir d'un mage noir, Voldemort. Hagrid a du mal à prononcer ce nom de Voldemort, c'est un gimmick qui reviendra très souvent tout au long de la saga. Il lui explique que Voldemort se débarrassait de ses opposants et que c'est ainsi que ses parents ont été assassinés, mais que pour une raison inconnue, quand il a essayé de tuer le bébé Harry, Voldemort n'a pas réussi, son sort s'est retourné contre lui et il a disparu. Hagrid pense que Voldemort n'est pas mort et qu'il pourrait bien revenir, toujours est-il que ça fait 10 ans qu'on n'en a pas entendu parler. Alors, la minute frisson quand même, c'est quand Harry, qui se rappelle l'éclair vert et le reliait à l'accident de voiture de ses parents, comme lui avaient raconté les Dursley, se souvient tout d'un coup d'entendre en plus de ce souvenir déjà très traumatisant de la mort de ses parents, un rire froid et glacial. Harry, il a 11 ans et il vient de se souvenir du meurtrier de ses parents. Je trouve que c'est absolument atroce comme idée. L'intervention de Hagrid permet enfin à Harry de comprendre les nombreux phénomènes inexplicables qui lui arrivaient quand il était petit. Les cheveux qui repoussent ? Magie. Le saut sur le toit de l'école, magie également. Le pull qui rétrécit, magie. Le serpent qui s'échappe de sa cage, magie, évidemment. Et le garde-chasse est persuadé que Harry sera un très bon sorcier une fois qu'il sera entraîné à l'école sorcellerie de Poudlard sous la direction du plus grand mage de tous les temps, Albus Dumbledore. Et là, notre Vernon national va commettre une ultime erreur en traitant devant Hagrid Dumbledore de vieux fou qui fait des tours de magie. Ça, c'est quelque chose que Hagrid ne peut pas laisser passer.
Pour se venger, il se venge sur Dudley en l'affublant d'une queue de cochon. On apprend alors que Hagrid a été renvoyé de Poudlard en 3e année pour une raison inconnue, mais que grâce à Albus Dumbledore, il a quand même été autorisé à rester sur les lieux en tant que garde-chasse et soigneur des créatures magiques. Ça explique sa loyauté. Après toutes ces révélations, Hagrid propose à Harry de dormir dans son manteau pour attendre le lever du jour et pouvoir aller faire leurs emplettes pour les fournitures scolaires de Harry. Et c'est ainsi que se termine le 4e chapitre d'Harry Potter à l'école des sorciers, le gardien des clés. Aujourd'hui, une longue pancine nous attend. Ce chapitre est pas très long, il ne fait que 18 pages, mais il est très riche en informations. Alors, on y va sans plus tarder. On va d'abord s'attarder sur un très gros morceau, et quand je dis très gros morceau, je veux évidemment parler de notre bon géant, Rubeus Hagrid. J'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé dans l'article qui s'intitule « Le sens des noms propres dans les romans pottériens de J.K. Rowling » ou quand le sens des noms propres justifie ou non leur réinterprétation par le traducteur de Laurence Mauger, une interprétation du prénom et du nom de Hagrid. Alors je me lance. Je vous mets évidemment le lien de l'article dans la description. Il est un peu copieux, mais il est très intéressant. D'après cet article, Rubeus viendrait du latin rubinus qui signifie rougeau et qui fait ici référence au teint de notre personnage. Quant à Hagrid, selon cet article, il pourrait venir de 2 sources. Il pourrait faire référence à la vieille expression en anglais You are a Hagrid, qui est utilisée quand on a passé une mauvaise nuit, notamment une nuit arrosée, ce qui fait encore référence à l'attrait de notre personnage pour l'alcool. Mais il pourrait venir également d'un personnage mythologique, Hagrid Rubes, qui était un géant qui a été exclu du mont Olympe par Zeus pour un meurtre, mais tout de même autorisé à s'occuper des créatures et animaux. Ça fait complètement référence à l'histoire d'Hagrid telle qu'on le verra dans le 2e tome. On pourrait également s'arrêter sur Albus Dumbledore, mais je garde ce nom précieusement pour beaucoup plus tard quand on verra son nom complet. Je pense que c'est un personnage qui méritait beaucoup ce type d'introduction dans ce chapitre. D'ailleurs, je pense que ce chapitre pourrait s'appeler Essence d'Hagrid ou Hagrid in a nutshell. Il y en a quelques-uns ou juste des passages qui sont un peu Hagrid in a nutshell, mais celui-là, il est juste parfait. On a complètement ce qui fait le personnage d'Hagrid en 18 pages. Déjà son apparence. On sait que c'est un demi-géant, il est très impressionnant, il est imposant, il est hirsute et il a un petit côté brut de décoffrage. On se rend également très rapidement compte de la gentillesse bourrue du personnage. Donc c'est un personnage qui pense aux autres. Il amène un gâteau d'anniversaire à Harry, par exemple, et il pense bien à ce que Harry soit bien installé pour finir sa nuit. Ça nous change des Dursley, en tout cas. Il aime le confort, mais il est visiblement pas très organisé. À noter les divers objets qui composent l'intérieur de ses poches, et notamment une petite minute de silence pour ce hibou qui, je pense, aurait pu passer un super voyage, mais qui a voyagé froissé dans une poche. Ça a vraiment un petit côté... une revisite de Mary Poppins, je trouve, ce manteau avec plein de poches dans lequel il y a des choses délirantes, qui est vraiment très sympa à lire. Je résiste pas à l'envie de vous lire la première phrase qui décrit Hagrid, parce que je la trouve très jolie. Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmêlés et par une grande barbe broussailleuse. Mais on voyait distinctement ses yeux qui brillaient, comme 2 scarabées noirs au milieu de ce foisonnement. On distingue rapidement dans cette phrase le champ lexical du sauvage. On a la crinière, c'est broussailleux, c'est hirsute. On parle de scarabée, de foisonnement. Je trouve que la description de Hagrid est très maligne. Quand il parle, il est un peu brutal, notre Hagrid, notamment avec Dudley. Je le trouve particulièrement dur, et c'est pas pour racheter le personnage de Dudley, mais pour une fois dans ce chapitre, je pense que Dudley, il a absolument rien fait. Il l'appelle gros tas, c'est une référence directe à son poids parce qu'il veut pas lui donner de saucisse. Les Dursley étant des personnes qui survalorisent Dudley au détriment de Harry, ça fonctionne pour les intimider. Mais est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que Dudley le mérite? Non. Pas dans ce chapitre. Et il ne dit pas un mot. Il est terrorisé, Dudley. Est-ce qu'à 10-11 ans, on est content de voir enfin le vilain cousin de Harry puni? Oui. Mais l'humiliation ne devrait jamais être un moyen d'infliger une punition. Ah d'ailleurs, on
dirait McGonagall. Is that a student? Je pense qu'on reste dans l'idée là du conte pour enfants où en gros le méritant est récompensé et le vilain est puni. C'est aussi simple que les Dursley ont été méchants avec un enfant dont Hagrid doit s'occuper, donc Hagrid est méchant avec un enfant dont les Dursley s'occupent. Ceci dit, j'ai quand même une grande interrogation dans ce chapitre, c'est de savoir ce que Dumbledore a explicitement dit à Hagrid avant de l'envoyer chercher Harry. Qu'est-ce que Hagrid sait réellement de ce qu'a subi Harry à Private Drive pendant 10 ans? Est-ce que Mrs. Figg a transmis des informations sur ce qu'elle pouvait observer de l'extérieur de Harry par rapport aux Dursley? Mais du coup, pourquoi est-ce qu'Hagrid ne comprend pas que Harry ne soit pas au courant pour la magie? Parce qu'il dit clairement « je ne m'attendais pas à ça ». Du coup, la question, c'est de savoir à quoi il s'attendait réellement. Et deuxième interrogation, pourquoi avoir envoyé Hagrid? Pourquoi pas McGonagall? J'ai une petite théorie à ce sujet. Déjà, soyons clairs, ils auraient envoyé McGo, il n'y aurait pas eu de Dudley queue de cochon. Hein. Ça aurait été propre. Elle serait arrivée, elle aurait chopé Harry, elle serait repartie avec, il aurait eu toutes ses fournitures, elle l'aurait ramené, elle l'aurait réaccompagné au train, basta. D'ailleurs, j'imagine trop la scène. Ding dong. Bonjour, Minerva McGonagall, représentante de Poudlard, l'école de sorcellerie. Je vois que nos 1825 lettres sont restées sans réponse, c'est bien ça? Très bien. Je vous informe que votre neveu est inscrit à l'école de Poudlard, école de sorcellerie. Je viendrai le chercher demain matin à 8h30 pour l'emmener acheter ses fournitures scolaires. La rentrée est le 1er septembre à King's Cross. Je vous y attendrai là-bas. Ne soyez pas en retard. Bonne journée. Franchement, je suis persuadée que ça se serait passé à peu près comme ça. En plus, elle les aurait jugés, mais peut-être que Dumbledore voulait pas trop avoir le retour de McGonagall qui lui aurait dit écoute, je t'avais prévenu que c'était pas des super moldus. Je sais pas. Par contre, ce qui aurait pu être plus drôle, ça aurait été d'envoyer Rogue. Parce que Rogue, il aurait. Là, du coup, je pense que Harry aurait été moins content d'être sorcier si c'était Rogue qui était venu le chercher, parce que je pense qu'il l'aurait pourri Day One. Et notamment, il aurait pourri Pétunia aussi, parce que il faut savoir que Severus Rogue connaît Pétunia. Pétunia connaît Rogue. Ça sera dit dans des années. Ça lui aurait peut-être fait plaisir à Rogue de pourrir un peu Pétunia. Je pense que ça aurait donné quelque chose d'un peu comme ça. Pétunia, je suis venue chercher le garçon parce que c'est un sorcier, lui. Monsieur Potter, vous êtes inscrit à l'école de sorcellerie de Poudlard. Vous ne savez pas ce que c'est? Intéressant. Je vois que la célébrité ne fait pas tout, monsieur Potter. Je l'imagine bien lui lancer la lettre à la tronche d'Harry ou de Pétunia en visant bien entre les deux yeux pour un maximum de nuisance. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été très rigolo à imaginer, mais c'était vraiment pas possible. Pour le coup, je trouve que la réapparition de Hagrid, elle est tellement symbolique et naturelle parce que c'est Hagrid qui est allé chercher Harry à Godric Hollow quand ses parents sont morts. C'est Hagrid qui l'a déposé devant le Cat Private Drive. Et le fait que ce soit encore lui qui revienne pour rechercher Harry, je trouve que en termes de symbolique, c'est très joli. C'est son pont, en fait, à Harry entre le monde moldu et le monde des sorciers. Et je me demande aussi si Dumbledore n'a pas pensé que ce serait plus pratique d'avoir Hagrid pour faire ce travail, étant donné qu'il est très imposant et que Dumbledore se doutait que les Dursley ne seraient pas très contents et ne laisseraient peut-être pas partir Harry facilement. Je pense que c'était une bonne idée d'envoyer Hagrid pour effectivement en imposer aux Dursley et pouvoir récupérer Harry. Alors, toujours sur notre bon géant, j'ai une petite anecdote film à vous partager. Elle est peut-être un peu connue. Robbie Coltrane, l'acteur de Hagrid dans les films, a bénéficié d'une doublure, notamment pour accentuer sa grande taille dans certaines scènes où il apparaît avec d'autres personnages, qui s'appelle Martin Bayfield, qui est à la base un rugbyman britannique. Ce sportif faisait 2,08 m, donc il remplaçait avantageusement Robbie Coltrane, notamment dans les plans larges. Et il joue également Hagrid dans La Chambre des Secrets, sa version plus jeune. Par contre, ils n'ont pas gardé sa voix parce qu'il est quand même pas tout jeune non plus. Il se trouve que je regarde les films Harry Potter chaque année et que pour cette scène particulière de la cabane avec Hagrid, il y a un faux raccord qui est mythique, où en fait, si vous faites une pause au moment de la scène où il y a les Dursley qui courent comme des poulets sans tête parce que Dudley a une queue de cochon, il y a un moment où on a les Dursley en premier plan et on a Hagrid en second plan. Si vous stoppez à ce moment-là, vous allez voir Martin Bayfield. Ce n'est pas du tout Robbie Coltrane.
C'est terrifiant la première fois, très drôle les milliers de fois suivantes. Vraiment, allez-y, je vous laisse expérimenter. Il y a une autre phrase de ce chapitre que j'aimerais voir avec vous, c'est quand Hagrid parle des opposants de Voldemort qui ont été assassinés. Il cite 3 familles de sorciers. Il cite les McKinnon, les Bones et les Prouet. Et ces 3 familles, ces 3 noms, on va les revoir beaucoup plus tard dans la série, toutes les 3. La famille McKinnon, on les revoit, c'est ceux qu'on revoit le moins. On les revoit dans l'Ordre du Phénix. Il y a un moment au tout début, au Square Grimoire, où Maugrey Folleuil va montrer une photo du premier Ordre du Phénix à Harry. Et du coup, en fait, c'est un peu triste comme scène parce qu'il montre toutes les personnes et il dit « Ah oui, ils étaient gentils, ah bah ils sont morts, ah machin, bah il est mort, ah machin, bah il est mort. » Et il y a un moment, il va parler de Marlène McKinnon qui a été assassinée avec toute sa famille. La famille Bones, elle est également intéressante dans le sens où on va connaître 2 des membres de cette famille tout au long de la saga. Déjà, Susan Bones, qui rentre en même temps qu'Harry à l'école. C'est la 2e élève à être répartie à Poussoufle, juste après Anna Abbott. Pour la petite anecdote assez connue, il se trouve que la Susan Bones du film, c'est la fille de Chris Columbus, qui est le réalisateur du premier Harry Potter. Cette petite bouille trop mignonne. En plus, elle a une bouille trop mignonne, cette petite fille. Et il se trouve qu'on va avoir un 2e membre de la famille Bones dans Amelia Bones, qui en fait est à la tête de la justice magique quand Harry passera son audition pour avoir fait apparaître un détraqueur dans l'Ordre du Phénix, au début de l'Ordre du Phénix. C'est un juge impartial qui est juste envers Harry et qui l'écoutera en fait. C'est un peu une des seules qui l'écoutera durant son audition. Malheureusement, elle sera assassinée par Voldemort en 1996 pour être remplacée par Pius Thickness sous Imperium qui du coup prendra la tête du département de la justice magique puis ensuite deviendra ministre de la magie après Scrimgeour, un peu plus tard dans la saga. La dernière famille à être citée, et celle qu'on va finalement revoir le plus souvent sans s'en rendre compte, c'est les Prouet. Les Prouet, en fait, Prouet, c'est le nom de jeune fille de Molly Weasley. En fait, Molly Weasley, elle avait 2 frères, Fabian et Gideon, qui ont été assassinés par des mange-morts. D'après Maugrey Folleuil, ils sont morts en héros. Il a fallu pas moins de 5 mange-morts pour réussir à les tuer. Et sur cette info, j'ai une petite anecdote. J'ai lu sur Reddit en me baladant que une utilisatrice en fait se demandait si Fabian et Gideon avaient été jumeaux parce que c'est vrai qu'on sait que Molly elle a Fred et George et il y a une composante génétique dans la gémellité et en fait elle s'est demandé ça parce qu'elle s'est rendue compte que les initiales de Fred et George et de Fabian et Gideon sont les mêmes et elle s'est demandé si c'est pas pour cette raison que Molly a appelé Fred et George avec ces initiales-là. Je trouve l'idée très belle. Après, est-ce que c'est une surexplication? C'est possible aussi qu'elle aimait juste le prénom Fred et George, hein. Mais je trouve que c'est joli. Après, c'est un peu triste étant donné qu'on sait qu'on va perdre Fred à la fin et que ses frères sont morts. Mais en soi, je trouve que l'idée est élégante. Ma question à 1000 galions, c'est de savoir si J.K. Rowling avait prévu de réutiliser ces noms, si en fait elle avait déjà écrit l'avenir de ces personnages, les Prouet, les Bones et les McKinnon, et qu'elle les a juste ressortis quand elle en a eu besoin. Est-ce que tout était prévu? Ou est-ce qu'elle les a écrits dans le premier pour justifier un petit peu le côté Voldemort, personnage horrible, il tuait les gens, etc. Et que, arrivée à l'Ordre du Phénix, elle a ressorti ses fiches avec des noms de personnages et elle les a réutilisés. Ça, c'est une question, on le saura jamais, mais je trouve ça intéressant en fait. Et je me dis que si jamais elle a réussi à ressortir ces noms de ses fiches, elle avait quand même un sacré moyen de classement, hein, parce que c'est pas facile non plus. La pancine est désormais close. Je vous propose de passer à l'explication de l'illustration de la semaine. J'avais trop hâte de faire une illustration avec Hagrid en personnage principal. Mais du coup, j'ai vraiment eu peur de ne jamais réussir à apprécier cette illustration parce que je l'ai attendue un peu trop. Le dessin représente notre bon Hagrid qui arrive dans la cabane. Il se découpe dans l'espace de la porte avec Harry qui le regarde en fait d'en bas. D'ailleurs, il faudra que je pense à le dessiner de face un jour, ce pauvre Harry, mais bon, passons. J'ai voulu changer un peu et vous proposer une illustration qui engloberait du texte. L'idée ici était de jouer sur les volumes et les perspectives. On a
Hagrid, que j'ai voulu modéliser comme un personnage très carré. D'ailleurs, à la base, quand j'ai dessiné Hagrid, j'ai représenté des carrés plus que des formes rondes qui se découpent dans l'entrebâillement de la porte. Donc, encore une fois, une figure très droite. Et par contre, j'ai triché sur la perspective pour en fait pouvoir représenter comme un fisheye les Dursley de l'autre côté, tétanisés en train de se blottir de l'autre côté. Les couleurs me semblaient très importantes pour cette illustration et j'ai voulu jouer sur un contraste entre couleurs chaudes et couleurs froides. La plus grosse partie de ce dessin étant marron, couleur chaude, Hagrid est habillé en couleur chaude et j'ai voulu qu'il se découpe de l'extérieur qui est en couleur froide en bleu et Harry que j'ai représenté toujours avec un pantalon bleu. Pour les Dursley, je leur ai mis une combinaison de couleurs plutôt froides, la plus froide étant celle de Vernon, Dudley et Pétunia en dernier en moins froid, mais comme elle est dans un coin, on la voit pas très bien et c'est pas plus mal. Pour être honnête, j'ai galéré comme pas permis sur les planches de la cabane. Ce gros pâté de marron là, étalé sur toute la feuille, ça a fini par me monter au moral et j'étais un peu déprimée. Mais c'est toujours un peu le principe de l'aquarelle, c'est-à-dire qu'il faut croire en son processus, rajouter des détails, rajouter, et à un moment, ça finit par faire sens. Mais des fois, le fait d'essayer de rajouter, c'est un peu déprimant parce qu'on se dit, ça ressemblera jamais à rien, c'est pas beau, etc. Mais il faut se donner les moyens pour que l'illustration ressorte. Et j'espère vraiment, pour le texte utilisé, évidemment, j'ai pris la fameuse phrase de description d'Hagrid avec les yeux de scarabée que j'aime tant. J'espère que vous voyez un petit peu la pétillance dans les petits yeux d'Hagrid que j'ai voulu représenter. J'espère que ça vous plaît. J'aurais vraiment beaucoup aimé représenter le gâteau, genre une aquarelle culinaire, mais dans la vie, malheureusement, il faut faire des choix, donc c'est pas celle-là que j'ai choisie pour ce chapitre. Et ça nous amène justement à la petite question. Avant de nous quitter, je vais vous proposer 3 choix de dessins que je peux réaliser, qui seraient en fait des vidéos en plus de ce format-là, avec juste le dessin, sans explication de chapitre. Sur l'univers d'Harry Potter, évidemment. Voilà mes idées pour le chapitre qu'on vient de voir. Idée numéro 1. J'ai très envie de créer des petites affiches de personnages. Donc ce serait le personnage représenté au centre, avec une sorte de couronne tout autour de lui, avec des objets qui le représentent. Dans le cas là d'Hagrid, ce serait sa théière, les choses qu'il a dans ses poches, les bonbons à la menthe, le sachet de thé, les saucisses grillées, tout ce genre de choses autour d'Hagrid. Peut-être quelques petites branches d'arbres ou de... J'ai toujours bruyère dans la tête, mais je me trompe avec une autre plante. Attendez, c'est pas bruyère, c'est lierre, voilà. Avec du lierre, une plante un peu sauvage et rustique. Le nom du personnage, alors au-dessus ou en dessous du personnage, et une phrase qui le représente dans la saga. Pour Hagrid, je pense que cette phrase pourrait être « J'aurais pas dû dire ça », parce que ça va un peu résumer tout le premier livre. Je pense que ça pourrait être une jolie série d'illustrations avec tous les personnages qui apparaissent. Idée numéro 2. Du coup, évidemment, on parle dans le dessin culinaire. Est-ce que ça vous dirait une photo de ce fameux gâteau légèrement écrasé avec son glaçage vert? Je pense que ça pourrait être sympa. On pourrait un petit peu modéliser la boîte à gâteau pour qu'elle soit jolie. Peut-être lui rajouter quelques petites choses, un petit peu de magie. Ça pourrait vraiment être très joli, je pense, comme illustration. Peut-être un peu anecdotique, pas très Harry Potter, mais j'aime bien l'idée. Et puis aussi... venger l'idée que Hagrid est illettré et de vraiment lui remettre la bonne orthographe à ce pauvre gâteau. Idée numéro 3. Et si on rendait hommage à Pipou, ce pauvre petit hibou postal qui a été froissé dans la poche d'Hagrid et puis lancé ensuite en pleine tempête avec sa petite lettre. Elle doit pas être facile, la vie de hibou postal, et je m'étais dit qu'on pourrait lui rendre hommage. Est-ce que je me dis qu'à force de vous proposer toutes les semaines un hibou postal, vous allez finir par craquer? Peut-être. On pourrait effectivement imaginer une tempête, donc beaucoup d'aquarelles, je visualise beaucoup de couleurs qui se mélangent, et dans cette tempête, une grande tache blanche, ce serait ce pauvre hibou avec sa lettre à la papate là. Ce serait pas mal, je pense, comme idée, non? Dites-moi en commentaire quelle idée vous avez envie de voir.
En attendant, moi, je vais me plonger dans le chapitre 5 du tome 1 d'Harry Potter à l'école de sorciers, le chemin de traverse. Et on se retrouve très vite pour quelques emplettes magiques. À bientôt!